Nicolas Hazard, bonjour. Vous êtes président fondateur d'Inco, qui est une société d'investissement durable. Et vous avez notamment publié le livre « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» où vous évoquez le fait que 85% des métiers qui feront foi en 2030 n'existent pas encore. Alors comment on arrive à ce chiffre, Nicolas ? Bonjour, bonjour, c'est un plaisir en tout cas d'être là. Bravo encore pour cet événement qui montre que effectivement, oui, les métiers du futur, et ils sont encore à définir. Et notamment, il y a une étude, cette fameuse étude de Dell, en fait, qui est parue il y a quelques années, qui montrait que 85% des métiers de 2030 n'existaient pas encore sous leur forme actuelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos métiers vont se transformer, vont être bouleversés. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Quelqu'un qui code, par exemple, ne code pas de la même manière qu'il le faisait il y a quelques temps. Comme quelqu'un qui, un assistant de direction, par exemple, n'utilise pas les mêmes outils, notamment numériques. Et donc, il faut tout le temps s'adapter et tout le temps essayer de se former pour être compétent et pour les métiers de demain. Alors très concrètement, vous évoquez une vingtaine de métiers dans ce livre. C'est quoi ces métiers qui n'existent pas encore ? Faites-nous rêver ou alors... J'ai fait un petit tour de France un peu de tout ce qui existait et des gens qui préfiguraient, qui essayaient d'inventer déjà des choses. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle la pâtisserie numérique qui fait de l'impression 3D de gâteaux, de croissants, de chocolat, etc. Et donc qui montre que le métier de demain, ça peut être pâtissier numérique, notamment utiliser la machine pour aller imprimer notamment des produits alimentaires. Et on le voit de plus en plus, ce genre de choses qui se développent. Il y a des métiers aussi qui utilisent la réalité virtuelle, comme par exemple les casques, vous savez, de réalité virtuelle. Il y a un métier qui est en train de se créer, qui sera celui de nostalgiste, qui utilisera les casques de réalité virtuelle, notamment dans le traitement des maladies, et notamment des maladies type Alzheimer, les maladies neurodégénératives. Et donc, la réalité virtuelle va aider aussi et accompagner, non seulement plus pour être dans une finalité récréative, mais aussi une finalité curative. Et puis, il y a la révolution environnementale qui est en cours et dont on a tellement besoin. Et là aussi, il y a des métiers nouveaux qui se créent, comme celui de dépollutionneur. C'est de savoir utiliser les bactéries, utiliser un certain nombre d'outils qu'on a en notre possession pour pouvoir enlever la pollution qu'on a pu créer, comme c'est le cas dans une marée noire ou dans d'autres cas. Voilà. Et donc, il y a tous ces métiers qui sont en train de se créer et qui sont dans ce bouquin, 21 métiers du futur, pour donner des idées aux jeunes et puis ceux qui sont sur le marché du travail de ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Alors, vous avez l'habitude de dire que c'est en fait cette quatrième révolution qui fait muter les jobs. Pourquoi précisément la quatrième révolution industrielle a plus d'impact que les précédentes ? Alors, la quatrième révolution industrielle, il y a deux effets qui sont particulièrement intéressants par rapport aux précédentes. Le premier effet, c'est que c'est une révolution qui n'est plus seulement... Alors, la quatrième révolution industrielle, on répète, peut-être c'est l'intelligence artificielle, c'est la robotique, c'est les crypto-monnaies, c'est tout ce qu'on voit, etc. La première chose, c'est que l'évolution de cette révolution industrielle, elle n'est plus seulement linéaire comme les précédentes, mais elle est exponentielle. Donc ça veut dire qu'elle change de manière vraiment drastique de mois en mois, et on le voit, son évolution est beaucoup plus rapide que les précédentes. Et une de notre spécificité peut-être de cette révolution, c'est qu'elle ne touche plus seulement les cols bleus comme c'était le cas avant, c'est-à-dire les ouvriers qui étaient remplacés par des machines, en gros, mais elle touche aussi les cols blancs. Il y a un certain nombre de professions, comme celle d'avocat, de radiologue, de comptable, qui vont être très impactées notamment par l'intelligence artificielle et donc qui vont voir leur métier évoluer drastiquement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître, mais ça veut dire que ces métiers vont s'exercer d'une manière complètement opposée à celle d'aujourd'hui. J'ai envie quand même de vous poser la question, est-ce qu'on va perdre beaucoup de jobs avec cette mutation, ou alors c'est une véritable opportunité et d'autres vont se créer, et est-ce qu'on va laisser des gens sur le carreau ? Alors, c'est la question centrale en fait qu'il faut se poser, que je trouve qu'on ne se pose pas assez. C'est-à-dire qu'on saute un peu comme des cabris pour dire voilà, les technologies, l'intelligence artificielle, c'est formidable. Mais comment est-ce que on fait pour que le marché de l'emploi soit prêt pour cette révolution et ces changements ? Parce que si on ne fait rien aujourd'hui, il y a de toute façon des dizaines de millions d'emplois qui vont être détruits. Ça, c'est les études internationales qui le montrent. Donc, il y a beaucoup d'emplois qui vont être détruits. Mais potentiellement, il y a aussi beaucoup d'emplois et des dizaines de millions qui peuvent être créés, si ce n'est plus que ceux qui vont être détruits. Mais ça ne veut pas dire
que les gens qui ont perdu leur emploi pourront accéder à ces nouveaux emplois. Et c'est là toute la difficulté. Et c'est pour ça que l'important, c'est la formation, c'est l'éducation, et c'est ça absolument la clé. Si on veut réussir ces défis technologiques, ces défis de cette révolution industrielle, il faut miser sur la formation et c'est l'éducation beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Parce qu'il faut préparer les gens qui potentiellement vont être sur le carreau pour pouvoir travailler sur ces métiers de demain. Et aujourd'hui, il y a cette adéquation qui doit être faite, parce que si ce n'est pas fait, on aura beaucoup de casse sociale pour d'autres, peut-être des jobs qui vont se créer dans les nouvelles technologies qui vont faire que il y a quelques personnes qui vont gagner beaucoup d'argent, et donc on va encore plus creuser les inégalités au sein de nos pays. Selon vous, quand on est un jeune candidat aujourd'hui et qu'on cherche un job, il y a une méthode, est-ce qu'on doit se laisser porter par ses goûts, ou alors c'est quoi la démarche? Est-ce qu'elle est la même qu'il y a 20 ans, il y a 40 ans? Comment on appréhende la chose? Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un rapport au travail, on en parlait, qui évolue, c'est-à-dire que la recherche de sens, elle est très très importante, avoir du sens dans ce qu'on fait. On a envie d'avoir un métier qui soit pas juste un métier qu'on exerce pour gagner de l'argent et juste pour juste pour une seule finalité qui est celle de vivre et survivre dans le monde actuel. On veut aussi un métier qui soit épanouissant, qui ait du sens, etc. Donc pour les jeunes aujourd'hui, il faut suivre un peu et comprendre ce qu'ils ont envie de faire. Certes, les métiers à forte contenance technologique, elles vont apporter beaucoup de promesses, et il y a beaucoup de jobs qui vont se créer. Donc si en gros on est geek, on a des chances demain de trouver un job dans ce secteur-là, dans un secteur où on est passionné. Mais pour autant, plus on va rentrer dans cette révolution industrielle, plus le numérique, le digital, plus l'intelligence artificielle va prendre de la place, plus aussi les jobs à forte compétence très humaine, spécifiques, c'est-à-dire tout ce que ne peuvent pas faire les IA ou les robots, vont être aussi très très mis en valeur. Et ça, c'est les métiers de la communication, les métiers de la création, de l'inventivité, les métiers de service à la personne notamment, etc. Et donc il y a beaucoup d'industries et de secteurs d'activité qui vont se développer très très fort. Et donc il ne faut pas désespérer. Si on n'aime pas les maths, si on n'aime pas les sciences, si on n'aime pas la technologie, c'est pas grave, parce qu'il y a aussi beaucoup de jobs très humains autour de la communication notamment qui vont se créer et se développer de plus en plus. Alors Nicolas, venons-en à votre fonds, dont je rappelle le nom, Inco. Vous accompagnez les startups européennes et j'ai envie de vous demander comment vous orientez les investissements par rapport à des problématiques sociales, environnementales, et comment vous évitez d'être dans le solutionnisme technologique, parce que dans une crise de l'énergie, on va peut-être s'apercevoir en fait que toute cette utilisation de technologie, elle n'est pas forcément bénéfique. Bien sûr, alors nous, on n'est pas du tout basé sur les technologies, pour le coup, sur Inco, dans le sens où on n'a pas de certitude et pas de dogme autour de la technologie. On n'investit pas dans les startups parce qu'elles sont tech, parce qu'elles sont digitales, et donc elles seraient forcément bien. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'impact social et environnemental de toutes les entreprises dans lesquelles on investit. Et ça compte pour la moitié des critères, en tout cas, d'investissement. Donc certes, il y a un critère de modèle économique. Il faut que la structure, elle soit viable économiquement, qu'elle crée des emplois locaux, et qu'elle soit solide. Mais en même temps, il faut qu'elle démontre, et c'est pour ça que nous, on est un des premiers fonds, ce qu'on appelle un fonds à impact, qui existe depuis 10 ans aujourd'hui. Il faut qu'elle démontre qu'elle a une utilité sociale, environnementale forte. C'est pas juste une raison d'être, c'est pas juste une excuse pour faire un peu de greenwashing. C'est vraiment montrer qu'elles permettent de répondre à une solution et de lutter contre une des problématiques sociales et environnementales auxquelles on est confronté aujourd'hui. Et ça, c'est très très important, c'est l'utilité sociale de nos investissements. Et ça, c'est ce qu'on va mesurer au fur et à mesure du temps. Et donc un bon investissement pour nous, c'est un investissement qui est rentable, bien évidemment d'un côté, mais tout autant qui a une utilité sociale et environnementale très très forte. Et on a besoin de plus de finances à impact, on a besoin de plus de fonds qui s'orientent là-dessus, là où la majorité des citoyens aujourd'hui ont envie aussi de produits financiers de ce type-là, parce qu'on se rend bien compte que juste avoir des boîtes qui font des multiples, finalement, quel est l'intérêt pour l'économie, et est-ce que ça ne crée pas finalement une casse sociale, des inégalités et des problèmes qu'on a beaucoup de mal à résoudre aujourd'hui? Mais justement, il y a beaucoup de signaux quand même qui montrent qu'il va y avoir une nécessaire évaluation de l'impact social et environnemental des outils à mettre en place. Est-ce que c'est la vraie vision pour vous et qui doit faire cet assessment, on va dire? Alors, c'est absolument fondamental. Aujourd'hui, on a trop laissé de place à des gens qui font beaucoup de communication sur des sujets sans pour autant avoir une méthode scientifique, entre guillemets, pour pouvoir démontrer l'impact social et environnemental. Les gens en ont marre du blabla, des histoires qu'on raconte, etc. Ils ne sont pas dupes. Et donc, finalement, on a besoin de concret. Et donc,
il y a des choses qui existent. Nous, on a développé avec Inco, notamment la Caisse des dépôts, aussi la Banque des territoires, un instrument de mesure spécifique pour nos investissements qui permettent d'évaluer très concrètement et de manière scientifique l'impact social et environnemental des structures dans lesquelles on investit. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin. À la fois les experts comptables, demain, qui aujourd'hui valident des comptes, de la même manière, ces boîtes doivent être validées, toutes les boîtes doivent être validées d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental avec des critères qu'il faut qu'on définisse et même aller plus loin. Moi, je suis pour que aussi l'État prenne en main ce genre d'outils et que demain, je ne comprends pas pourquoi toutes les entreprises payent le même taux d'impôt, autour de 25% aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi une boîte qui répond à des sujets environnementaux, qui trouve des solutions contre le gaspillage alimentaire notamment, etc., paye le même taux d'impôt qu'une boîte qui en a un peu rien à faire et qui finalement a un impact négatif sur la collectivité. Et donc même introduire une mesure de l'impact par rapport à l'impôt notamment sur les sociétés. Et ça devrait être élargi à toute l'économie. En quelques secondes pour conclure, donc Nicolas, de quelle qualité devront se doter les champions d'une économie durable ? Il y a beaucoup de qualités parce que beaucoup de défis à venir. Mais en gros, c'est vraiment allier, encore une fois, et c'est ce que vous disiez qui est très juste, c'est allier vraiment la performance économique et la performance environnementale et sociale. Et d'ailleurs, ne pas décorréler, c'est important parce qu'on parle maintenant beaucoup de performance écologique sans parler de la performance sociale d'une entreprise, alors que les deux vont avec. Quand on parle de durabilité, la durabilité, elle a deux piliers, c'est l'environnement, mais c'est aussi les humains, et c'est la planète, et c'est les hommes et les femmes qui la constituent. Et donc, il faut vraiment travailler là-dessus et donc inventer ces nouveaux modèles. Et là, il y a toute une économie à créer. Et les jeunes générations ont envie d'aller dans cette direction-là. On le voit beaucoup avec les mouvements qui poussent dans les écoles, notamment de commerce, d'ingénieurs, etc. On a besoin de retrouver du sens dans ce qu'on fait et dans l'économie qu'on veut créer pour demain. Merci beaucoup, Nicolas Hazard. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Inco, société d'investissement durable. Merci.